mari pensait que je dormais à l'hôpital après l'accouchement. C'est à ce moment-là qu'il a fait entrer ses amis pour voir notre fille, et avec eux sont venus les rires, les blagues cruelles et les mots les plus humiliants que j'ai jamais entendus. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais tout enregistré. Je venais d'accoucher. J'avais du mal à marcher, j'étais recousue, sous médicaments, essayant de comprendre mon propre corps. Et c'est là, dans cette chambre d'hôpital, que j'ai entendu, les yeux fermés et le cœur brisé, la chose la plus cruelle que quelqu'un ait jamais dite à mon sujet. Et ce n'était pas un inconnu. C'était l'homme qui disait m'aimer. J'ai 28 ans et j'ai donné naissance à ma première fille il y a 5 semaines. Elle s'appelle Léla. Elle est parfaite. La seule lumière dans tout ce désastre. Mon mari, Adam, a 32 ans. Nous sommes mariés depuis 3 ans, ensemble depuis 5. La grossesse n'a pas été facile pour moi. J'ai eu des nausées presque tout le temps. Mon corps a beaucoup changé, émotionnellement, j'étais fragile. Je n'étais pas cette femme enceinte rayonnante et élégante que l'on voit sur Internet. Je me sentais comme un ballon gonflé, avec des chutes de cheveux, de l'acné et des vergetures, mais je croyais que tout cela en valait la peine. Je ne m'attendais pas à ce qu'Adam trouve ça beau. Pour être honnête, moi non plus. Mais je pensais qu'il comprenait. Après l'accouchement, j'étais épuisée, complètement à bout. L'accouchement avait été compliqué, terminé par une césarienne en urgence. J'étais sous analgésique et j'essayais d'apprendre à allaiter, à m'asseoir, à me lever, à marcher en gros, à réhabiter mon propre corps. Le séjour à l'hôpital était flou. Les infirmières entraient et sortaient, les médicaments faisaient effet, ma notion du temps se dissolvait dans une brume irréelle. Léla était incroyable, mais moi, je n'étais plus moi-même. Je me donnais à fond pour être une bonne mère tout en ayant l'impression d'avoir été écrasée par un camion. Adam paraissait solidaire au début, du moins en apparence. Il m'apportait de l'eau, aidait à changer les couches, prenait des photos de Léla pour la famille, me disait de me reposer. J'ai cru que nous étions dans la même équipe. Je me souviens très bien de la nuit où c'est arrivé, parce que c'était la première fois que je réussissais à dormir plus de 2 heures d'affilée. Ils avaient enfin trouvé le bon dosage d'antalgique, et je somnolais par intermittence tandis qu'Adam restait dans la chambre avec moi, du moins, c'est ce que je croyais. Il était passé minuit. J'avais les yeux fermés, essayant de me caler avec cette bande de compression autour du ventre, à cause de la cicatrice. J'ai entendu des bruits, des voix. Au début, je n'ai pas compris, mais je n'étais pas totalement endormie. Assez consciente pour sentir que quelque chose clochait. Les voix étaient masculines. Au moins 3. L'une d'elles était celle d'Adam. J'ai pensé qu'il faisait peut-être un appel vidéo pour montrer le bébé. Un peu bizarre à cette heure-là, mais soit. Puis j'ai entendu la porte s'ouvrir et se refermer. Des pas. Je pouvais à peine bouger à cause des médicaments, alors je suis restée immobile, les yeux clos, en espérant que ce serait une visite rapide ou quelque chose du genre. Mais j'ai entendu des rires, des chuchotements. Et puis je l'ai entendu dire ça. Adam se tenait près du berceau, montrant Léla à ses amis qui, apparemment, étaient entrés dans ma chambre d'hôpital à mon insu. Il a dit, en riant, que j'étais trop laide pour être vue à ce moment-là, que j'avais l'air d'avoir été écrasée par un camion puis traînée sur du gravier. Il l'a dit exactement comme ça, je me rappelle chaque mot. Ensuite, il leur a expliqué que je m'étais laissée aller pendant la grossesse et que maintenant, c'était tout simplement tragique. Qu'il ne voulait pas que qui que ce soit me voie dans cet état parce que, honnêtement, c'était embarrassant de voir à quel point j'étais mal en point. Un des types, je ne sais même pas qui, a ajouté quelque chose comme « Eh oui, mec, c'est ce qui arrive quand tu te fais coincer avec un gosse. » À ce moment-là, je ne savais pas si je rêvais. Mon visage brûlait de l'intérieur, comme s'il prenait feu. Mais je ne pouvais pas bouger. Pas parler. Les médicaments rendaient tout lent et irréel. Mon esprit hurlait, mais mon corps ne répondait pas. J'ai entendu Adam dire à ses amis de ne pas s'inquiéter, que je dormais grâce aux bons médicaments et que je ne me rappellerais de rien, qu'il pouvait se relayer pour tenir Léla, tant qu'il restait discret. J'ai entendu le bruit d'une canette qu'on ouvrait. Je crois qu'ils avaient apporté de la bière ou quelque chose du genre. Manifestement, les règles de l'hôpital n'avaient aucune importance pour eux. Je suis restée immobile, simplement à l'écoute.
Chaque mot était comme un coup supplémentaire dans l'estomac. Ils ont fait des blagues sur l'état de ma poitrine, sur la manière dont tout se détériore après un accouchement. L'un d'eux a même lancé qu'Adam devrait repartir de zéro avec une plus jeune. Et Adam? Adam n'a rien dit. Il ne les a pas arrêtés. Il ne les a pas corrigés. Il n'a pas dit « ne parlez pas ainsi de ma femme ». Il a juste ri avec eux. J'étais allongée là, comme dans un cauchemar éveillé. C'étaient les amis qu'il avait choisis pour venir voir notre fille nouveau-née alors que j'étais sans défense, blessée, recousue, couverte d'ecchymose, gavée de médicaments et encore ouverte par la césarienne. Je n'ai pas pu prononcer un seul mot. Je suis restée silencieuse du début à la fin. Je ne sais pas combien de temps ils sont restés, mais cela m'a paru une éternité. Finalement, ils sont partis. J'ai entendu la porte se refermer et Adam est revenu s'asseoir près de moi comme si de rien n'était. J'ai gardé ma respiration régulière, feignant de dormir encore. Mais voilà le détail. Avant d'entrer en travail, j'avais prévu de réaliser une petite vidéo des premiers jours de Léla. J'avais installé une petite caméra activée par la voix pour capter des moments spontanés lorsque les gens viendraient la rencontrer. Je voulais lui offrir, en grandissant, une compilation de tout l'amour reçu durant sa première semaine de vie. Adam m'avait même aidé à tout mettre en place. La caméra était dissimulée dans l'un de ces adorables appareils en forme d'animal, pointé vers le berceau. Et il l'avait totalement oublié. La caméra a tout filmé. Sa voix. Les rires. Chaque mot abominable. Je n'ai pas regardé immédiatement. Je n'en avais pas la force. J'ai laissé le fichier intact, plusieurs jours après notre retour à la maison. Mais je n'arrivais pas à arrêter de tout rejouer dans ma tête. Encore et encore. J'ai commencé à me voir autrement dans le miroir. À douter de chaque instant de notre grossesse. Je me suis demandé depuis combien de temps il me trouvait trop laide. Il continuait à agir normalement après cette nuit-là, comme si rien ne s'était passé. Il m'embrassait sur le front. Il me disait que j'étais une mère merveilleuse. Il envoyait des photos de Léla à la famille. Il postait sur Facebook des petites moufles de bébé avec des phrases sirupeuses comme « Elle est tout notre univers ». Pendant ce temps, moi, je me sentais vide. Comme détachée de mon propre corps. Chaque fois qu'il me touchait ou me souriait, j'avais la nausée. Je ne savais pas comment aborder le sujet. Alors j'ai commencé à revoir la vidéo encore et encore. Je l'ai sauvegardée à 3 endroits, sur mon téléphone, sur mon ordinateur et dans le cloud. J'ai fait 2 copies de secours. Je me suis même envoyé le fichier par mail, juste par précaution. Et puis, j'ai commencé à planifier. La cérémonie de présentation de Léla approchait et Adam n'avait aucune idée. Aucune. Pas le moindre soupçon que j'avais tout enregistré. Je suis restée silencieuse durant les semaines qui précédaient la cérémonie. Je n'ai pas discuté avec lui. Je n'ai pas mentionné l'enregistrement. Je n'ai pas pleuré devant lui. Je n'ai pas demandé d'explication. J'ai simplement suivi le mouvement. Je souriais quand il souriait. J'acquiesçais à tout ce qu'il disait sur l'éducation de notre fille. Je disais oui pendant qu'il organisait la fête de bienvenue pour Léla. Mais à l'intérieur, je flottais, comme hors de moi. Cela lui permettait de continuer à faire semblant que tout allait bien. Il n'avait aucune idée de ce que j'étais en train de préparer. Il parlait sans cesse de notre avenir avec Léla, disant que nous l'élèverions ensemble, que nous étions une équipe forte et qu'elle grandirait en voyant des parents unis et amoureux. Je l'écoutais en silence, même si chaque mot me donnait l'impression de me noyer. Pourtant, je souriais. Je faisais comme si j'étais avec lui dans tout cela. Mais, en coulisses, je préparais mes valises. J'ai fait un sac à dos avec tout ce qui comptait, documents, argent de côté, vêtements pour moi et pour Léla, un téléphone de rechange, 2 copies de la vidéo, l'une sur clé USB, l'autre sur carte SD. J'ai laissé une autre copie chez ma sœur, par précaution. Je ne lui ai pas tout dit, mais je lui ai donné assez d'indices pour qu'elle comprenne que quelque chose de grand se préparait. La cérémonie devait avoir lieu chez les parents d'Adam. Sa mère, Mélissa, était ravie et s'était proposée pour tout organiser. Elle avait invité tout le monde, la famille des 2 côtés, des amis, des cousins,
même des collègues de travail d'Adam. Nous attendions environ 40 personnes. Tout était parfaitement planifié. J'avais même engagé un vidéaste, sous prétexte de vouloir immortaliser ce jour spécial. Personne n'a trouvé cela étrange. Aujourd'hui, c'est courant dans les événements autour des bébés. Adam avait même apporté un petit projecteur parce que j'avais dit vouloir montrer une vidéo surprise mignonne. J'avais raconté à tout le monde qu'il s'agissait d'une compilation des premiers moments de Léla. Adam n'en savait rien. Il était trop occupé à montrer Léla, à jouer le rôle du père fier, souriant, riant, posant pour des photos. Sa mère n'arrêtait pas d'embrasser les gens et de pleurer d'émotion. Moi, je me sentais encore fatiguée de la récupération, mais je tenais bon. Je me répétais, encore quelques heures, et je serai libre. Adam me regardait comme si j'étais l'épouse parfaite. Il passait son bras autour de moi et disait: « Nous avons créé une belle famille. » Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Après le gâteau, quand les invités étaient déjà dispersés en petits groupes de conversation, j'ai donné le signal au vidéaste pour préparer la projection. Je me suis approchée avec Léla dans les bras et j'ai annoncé que je voulais montrer une petite vidéo, un souvenir de nos premiers jours à l'hôpital. Les gens ont souri, applaudi. Adam paraissait surpris, mais ému par le geste. Il s'est penché vers moi avec une expression attendrie. Les 20 premières secondes de la vidéo étaient paisibles. Des extraits doux et des photos de Léla à l'hôpital. Moi, la tenant dans mes bras. Adam lui donnant un biberon. Une petite musique légère en fond. C'était le genre de vidéo attendrissante que tout le monde s'attend à voir dans ce type d'événement. Puis, la vidéo a changé. Les images de la caméra cachée ont commencé. On voyait le bord du lit où j'étais couchée, le berceau, la porte. Les voix étaient claires. Adam entra avec ses amis et l'audio captait tout. Dans la vidéo, il riait, parlait, lançait des blagues horribles. Les amis commentaient. Lui disaient clairement qu'il pouvait dire ce qu'il voulait parce que j'étais droguée. Les rires étaient audibles. Les paroles cruelles aussi. Je n'ai regardé personne. J'ai simplement continué à fixer l'écran, Léla contre ma poitrine. La séquence, avec les passages les plus choquants, durait environ 2 minutes. C'était largement suffisant. Quand ce fut fini, je me suis tournée calmement et j'ai dit: « Je dois changer la couche de Léla. » Et je suis partie. Personne n'a rien dit. Parce qu'il savait. Il savait qu'Adam avait merdé. Et que, peut-être, celui qui avait besoin d'une couche maintenant, c'était lui. Je suis entrée dans la chambre d'amis où j'avais caché mon sac, je l'ai pris, j'ai installé Léla dans le siège auto et je suis sortie par la porte de derrière directement dans l'Uber. Cette nuit-là, j'ai dormi chez ma sœur. Elle a pris Léla dans ses bras pendant que, enfin, je m'autorisais à m'asseoir et à pleurer. Plus tard, je lui ai montré la vidéo complète et elle a pleuré aussi. Elle m'a dit qu'elle avait toujours eu un mauvais pressentiment à propos d'Adam. Mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il puisse être si cruel. Elle a ajouté que j'aurais peut-être dû aller voir un avocat d'abord. Peut-être. Mais j'avais besoin que toute la famille voie. Qu'ils entendent de leurs propres oreilles. Qu'il n'y ait ni excuse, ni version déformée. Sinon, j'aurais entendu des commentaires comme: « Ce n'était peut-être pas si grave que ça. Vous pouvez encore arranger les choses. » Les heures suivantes furent un chaos. Adam a inondé mon téléphone de messages. D'abord, il était furieux. Accusation. Négation. Il disait que j'avais tout manipulé, que j'avais monté la vidéo, que j'avais rendu les choses pires qu'elles ne l'étaient. Il m'a insulté. Il a dit que j'avais ruiné sa vie. Puis il a essayé de se justifier. Il affirmait que ce n'était qu'une conversation entre amis. Qu'il faisait toujours des blagues de ce genre, que personne ne parlait sérieusement. Il a commencé à dire qu'il m'aimait, qu'il ne voulait pas me perdre, que Léla avait besoin de son père autant que de sa mère. Mais je n'ai pas répondu. Pas une seule fois. Sa mère m'a envoyé un court message disant qu'elle était désolée et qu'elle espérait que je sois en sécurité. Quelques amis m'ont dit que j'avais fait ce qu'il fallait. D'autres m'ont demandé si j'allais bien. Et oui, il y a aussi eu des gens pour dire que rendre tout cela public était excessif, que certaines choses devraient se régler en privé.
Mais je savais que je n'avais pas tort. Parce que j'ai déjà vu ce qui arrive dans d'autres histoires. Quand il n'y a pas de preuves, les gens commencent à défendre celui qui a fait du mal. Ils disent des choses comme « Peut-être qu'il n'a pas vraiment dit ça. » Parfois, c'est juste un malentendu. Eh bien, ici, il y a des preuves. Et maintenant, chacun peut tirer ses propres conclusions. En ce moment, je vis temporairement chez ma sœur, en essayant de remettre de l'ordre dans ma vie. J'ai quelques économies de côté. J'ai déjà parlé avec une avocate. Et je vais me battre de toutes mes forces pour que Léla reste loin de lui. Elle mérite mieux. Je la regarde et je ressens un mélange étrange de douleur et d'espoir. Douleur, parce que son père s'est révélé être quelqu'un capable de se moquer de la femme qu'il a mise au monde. Espoir, parce que je sais qu'elle grandira aux côtés de quelqu'un qui ne la laissera jamais croire que sa valeur se limite à son apparence. Ma fille ne sera pas élevée par un homme qui trouve drôle de rire dans le dos des autres. Pas tant que je serai là. C'est ce que j'avais besoin de raconter. À ceux qui disent que je suis allée trop loin. Que montrer la vidéo en public était cruel. Que j'aurais dû simplement partir en silence. Je réponds ceci. Il a eu l'occasion de m'humilier quand j'étais faible, droguée et pratiquement inconsciente. Je l'ai fait quand lui était en pleine possession de ses moyens. Et, honnêtement, cela me semble encore très miséricordieux comparé à ce qu'il m'a fait subir. Mise à jour 1. Il a demandé la garde partagée. Moins de 2 semaines après la cérémonie, il a essayé d'argumenter que je souffrais de dépression postpartum, que mon comportement s'était transformé en paranoïa. Il a affirmé que j'exagérais à cause d'une blague inoffensive, que j'étais émotionnellement instable et que j'utilisais notre fille pour le punir. Il a prétendu que j'avais détruit la relation entre lui et Léla. Son avocat a monté une chronologie déformée des événements, transformant chacun de mes gestes en une preuve que je n'étais pas émotionnellement capable d'élever un enfant. Je m'attendais à une attaque. Mais malgré tout, cela m'a frappé de plein fouet. Je ne voulais pas me retrouver au tribunal face à lui. Je ne voulais même pas respirer le même air. Mais je n'avais pas le choix. Mon avocate a utilisé tout ce que j'avais préparé. La vidéo. Les messages qu'il m'avait envoyés avant et après que tout ait circulé dans la famille. Des captures d'écran de conversations de groupe où il se moquait de moi pendant la grossesse. Des audios où il répondait de manière froide et méprisante lorsque je demandais de l'aide. J'ai aussi fourni les dossiers médicaux de l'accouchement, avec toutes les complications que j'avais traversées et le zéro soutien que j'avais reçu de lui. Quelques amis des deux côtés ont accepté d'écrire des témoignages. Même certains de ses anciens amis, ceux qui riaient dans la vidéo, se sont excusés et se sont proposés pour confirmer tout ce qui avait été dit ce jour-là. L'un d'eux a même avoué s'être senti écœuré en revoyant la vidéo et en réalisant à quel point tout cela avait été cruel. Ma sœur a écrit un récit sur la nuit où je suis arrivée chez elle, tremblante, serrant Léla comme si elle était la seule chose qui me tenait debout. Ma mère a écrit sur la manière dont Adam m'avait ignorée pendant les 2 derniers mois de grossesse, comment il manquait les rendez-vous médicaux, et comment elle avait dû intervenir à plusieurs reprises. La première audience. C'était angoissant. Adam s'est assis en face de moi comme s'il était la victime. Calme. Impeccablement vêtu. Acquiesçant à chaque mot de l'avocat qui affirmait qu'il aimait profondément sa fille. Il ne m'a pas regardé une seule fois. Moi, de mon côté, j'essayais de retenir mes larmes. Je me tenais droite, même si chaque phrase de leur côté me peignait comme une femme déséquilibrée, une version de moi que je ne reconnaissais pas. Mon avocate a répondu avec la vidéo. Et a joint toutes les preuves. La juge a demandé à examiner le matériel en privé. Quand elle est revenue, elle a dit que le comportement d'Adam soulevait de sérieuses inquiétudes concernant la sécurité de la mère et de l'enfant. Adam a bougé légèrement, surpris. Mais il a gardé son masque. Moi, je n'ai pas pu. La deuxième audience. C'était encore pire. Ils ont commencé à remettre en question ma santé mentale. Ils ont demandé quelle était ma véritable structure de soutien. Comment je comptais élever Léla sans figure paternelle présente. Ils ont essayé de faire passer mon silence après la diffusion de la vidéo pour un manque de volonté de coopérer. Je suis restée sereine en apparence, mais à l'intérieur, j'ai eu la nausée pendant des jours.
C'était douloureux de rester assise là et d'écouter son avocat me décrire comme une femme rancunière, qui voulait seulement détruire la vie d'un père dévoué par pure vengeance. Je suis rentrée à la maison et j'ai pleuré en silence. J'ai enfoui mon visage dans l'oreiller pour que Léla ne m'entende pas. Mon avocate m'a apaisée. Elle m'a dit: nous avons un dossier solide. Les personnes comme lui savent très bien faire semblant. C'est pour cela que le système ne détecte pas toujours les abus émotionnels subtils. Mais nous faisons tout correctement. Je m'accrochais à une seule certitude. Tout cela, c'est pour Léla. Je ne veux pas qu'elle grandisse en pensant que ce genre d'homme est normal. Que c'est acceptable de rire de la souffrance de quelqu'un. Que l'apparence définit la valeur. Non. Pas tant que je serai sa mère. La juge n'avait pas encore rendu la sentence finale, mais elle a évoqué la possibilité de nommer un évaluateur de garde. Pour moi, aucun problème. Je n'ai rien à cacher. Adam m'envoyait encore des messages, de temps en temps. Certains froids, d'autres accompagnés de fausses excuses. Il essayait clairement de se construire l'image d'un bon père. Il a commencé à publier sur la paternité sur les réseaux sociaux. Des photos de Léla prises avant que je parte de la maison. Des phrases sentimentales. L'air d'un père présent. Mais jamais, pas une seule fois, il n'a demandé comment elle allait. Pas par message. Pas par l'intermédiaire de son avocat. Certaines personnes ont commencé à voir à travers le masque. Dans les commentaires, j'ai lu des choses comme: où était ce père aimant quand sa famille avait le plus besoin de toi? Tu es apparu seulement après que tout ait éclaté? Je suis épuisée. Chaque fois que je vois son nom sur un document ou sur l'écran de mon téléphone, ma poitrine se serre. Mais je n'abandonnerai pas. Ni pour moi. Ni pour elle. Nous deux, nous méritons mieux que lui. Moi, je mérite la paix. Je n'ai pas lutté contre la douleur, l'humiliation et le silence pendant des mois pour, au final, devoir confier ma fille un week-end sur 2 à quelqu'un qui a ri de mon corps comme s'il s'agissait d'une blague. Mise à jour 2. La décision du tribunal est tombée il y a environ une semaine. La juge m'a accordé la garde exclusive de Léla. Adam a obtenu un droit de visite supervisé, toutes les 2 semaines, dans un centre spécialisé. Pas de nuit complète. Pas de temps seul avec elle. Exactement ce que j'espérais. La mesure est, pour l'instant, temporaire. Mais malgré tout, c'est un immense soulagement. Je n'ai pas fêté la nouvelle. Je n'ai même pas souri. Pour être honnête, je me suis sentie plus engourdie qu'autre chose. Je crois qu'après des mois de stress, de paperasse, d'audience, de peur constante et de l'effort de rester forte pour ma fille, mon corps a simplement coupé le contact. Je n'ai pas pleuré. Je me suis juste assise, j'ai respiré profondément et j'ai laissé la nouvelle s'installer en moi. Toute la procédure a été plus éprouvante que ce que j'imaginais. Je pensais qu'avec des preuves et une chronologie claire, tout serait vite réglé. Mais ce n'a pas été le cas. C'était lent, épuisant. Chaque petit détail a dû être prouvé. L'avocat d'Adam s'est accroché de toutes ses forces à la narration selon laquelle j'étais émotionnellement instable. Ils ont même essayé d'utiliser le fait que j'étais partie pendant la cérémonie de présentation comme preuve que j'étais vengeuse. Heureusement, j'avais tout documenté. Des messages. Des enregistrements audio. Des captures d'écran d'amis communs qui avaient entendu ce qu'il disait de moi. Des notes détaillées sur son comportement après la naissance de Léla. Beaucoup de personnes ont témoigné en ma faveur, y compris ma sœur et une amie proche qui était à mes côtés pendant la grossesse. Elles ont été honnêtes sur ce qu'elles avaient vu. Et pour cela, je leur serai éternellement reconnaissante. Le tribunal a pris l'affaire au sérieux. La juge n'a pas accédé à toutes mes demandes. Mais la partie sur les visites supervisées a été une grande victoire pour la sécurité de ma fille. Quand la sentence a été lue, Adam n'a presque pas réagi. Mais on pouvait voir qu'il était contrarié. Peut-être même surpris. Aujourd'hui, j'écris ces lignes avec Léla endormie dans mes bras. Il nous reste encore un chemin à parcourir. La décision est temporaire. La procédure peut encore s'éterniser. Mais, pour la première fois depuis longtemps, j'ai le sentiment que nous sommes en sécurité.
Et cela, cette sensation de pouvoir respirer sans peur vaut déjà plus que n'importe quelle vengeance. L'avocat d'Adam a mentionné quelque chose au sujet de son droit de faire appel de la décision. Je ne sais pas s'il le fera. Adam est le genre de personne qui garde rancune mais aussi le genre qui n'agit que s'il y trouve un bénéfice direct. Cela ne m'étonnerait pas qu'il disparaisse, ou qu'il réapparaisse soudainement avec une nouvelle demande de révision. Après la sentence, il m'a envoyé un message. Un texte faussement amical, comme si de rien n'était. Comme si nous étions simplement des parents qui s'entendent bien. J'ai pris ma décision. Je ne communique plus jamais directement avec lui. Jamais, sauf par des voies légales et officielles. Il a déjà montré de quoi il est capable lorsqu'il me voit fragile ou isolée. Léla est encore trop petite pour comprendre tout cela, mais elle va bien. Elle grandit vite. Ses petites dents commencent à pousser, ce qui veut dire moins de sommeil pour moi. Mais nous avançons. Sa personnalité commence à s'affirmer. Elle est curieuse. Elle aime attraper tout avec ses petites mains. Elle s'anime quand je mets de la musique. Je crois que c'est ce qui me maintient debout. Quelque chose de beau est né d'un mariage qui, lui, ne l'était pas autant. Même si la décision m'a soulagée, je n'ai pas l'impression que tout soit terminé. Adam n'est pas du genre à accepter la défaite en silence. Même s'il revient subtilement, je sais qu'il viendra avec une nouvelle histoire. Il pourrait essayer d'utiliser les visites surveillées pour se rapprocher. Jouer au père présent. Se forger une nouvelle image. Je ne sais pas. Je sais seulement que j'ai déjà vu assez pour ne faire confiance à rien de ce qu'il montre à l'extérieur. La première visite n'a pas encore eu lieu. Elle est prévue pour le week-end prochain. Je suis nerveuse. Pas parce que j'ai peur que quelque chose arrive là-bas, ce sera encadré. Mais parce que je sais que ce sera le début d'un autre chapitre. Et je déteste l'idée de le voir près d'elle. Même dans un environnement contrôlé. Mais je sais aussi que le tribunal veut voir les deux parents impliqués. À moins qu'il n'y ait un danger extrême. Alors, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. L'argent est limité. Mais je me débrouille. J'ai trouvé quelques missions en freelance que je peux faire depuis la maison, pendant les siestes de Léla. Ce n'est pas énorme. Mais ça aide. Ma sœur et 2 amis proches ont été incroyables. De ce côté-là, je suis bénie. Parce que je sais que beaucoup de femmes traversent ça complètement seules. J'essaie de ne pas trop penser à l'avenir. Je sais qu'il reste encore de nombreux chemins possibles. Adam peut faire appel. Il peut tenter de manipuler encore. Peut-être disparaîtra-t-il des mois pour revenir ensuite, cherchant une nouvelle chance. Plus rien ne m'étonnerait. Pour l'instant, je me concentre sur Léla. Elle est tout ce qui compte à cet instant. Le procès est peut-être terminé pour l'instant. Mais la maternité, non. Ce combat, ce dévouement, cet amour, ne s'arrête jamais. Mise à jour 3. Dernièrement, j'ai sérieusement envisagé de déménager avec Léla. Pas parce que je veux fuir, mais parce que je sens que ce pourrait être la meilleure façon de recommencer pour nous deux. J'envisage de m'installer plus près de certains membres de ma famille qui vivent à quelques heures d'ici. Ils se sont proposés pour m'aider chaque fois que j'en aurai besoin. Ce n'est pas une décision impulsive. J'y pense depuis des mois. J'ai analysé les avantages et les inconvénients. Et la principale raison est le soutien. Je sais que la route est encore longue. Mais si je peux offrir un cadeau à ma fille dès maintenant, c'est une vie plus légère, plus stable et plus sûre. Peut-être que c'est cela qui nous rendra enfin la paix. Le travail, Léla, la maison de ma sœur, les audiences au tribunal. Parfois, j'ai l'impression de ne faire que survivre. Avoir la famille à proximité ferait une énorme différence. Surtout pour les soins quotidiens de Léla et les petites tâches du quotidien. En plus, ils connaissent toute la situation. Ils savent qui est Adam. Je n'ai pas besoin d'expliquer grand-chose. Ni de craindre d'être jugée ou remise en question. J'ai commencé à me renseigner sur la ville où ils vivent. Elle n'est pas parfaite, bien sûr. Mais elle est sûre. Et il y a un marché du travail correct dans mon domaine. Il y a aussi de bonnes options de crèche, ce qui m'aidera beaucoup quand Léla grandira un peu et que je pourrai travailler davantage. Le coût de la vie est similaire à celui d'ici,
Donc il n'y aurait pas de grand impact financier. Je pourrais probablement louer un petit appartement, ou une maisonnette modeste, le temps de m'installer définitivement. Mais ce qui m'inquiète le plus, bien sûr, c'est l'impact de ce déménagement sur l'accord de garde. Aujourd'hui, Adam a un droit de visite surveillé tous les 2 week-ends. Et le centre de visite est ici, à proximité. Si je déménage dans une autre ville, le tribunal devra réévaluer tout l'arrangement à cause de la distance. Et je sais qu'Adam pourrait utiliser cela contre moi. Dire que j'essaie d'éloigner sa fille. Que je ne pense pas à son bien-être. Que j'y empêche le lien père-fille. Il pourrait même tenter de demander plus de visites. Ou même la garde partagée. Je ne sais pas comment le tribunal réagirait. Mais je sais que c'est un risque réel. Malgré tout, je crois que, à long terme, le soutien familial pèsera plus que les difficultés temporaires. J'ai déjà commencé à me renseigner sur la partie légale. J'ai parlé à mon avocate, même si ce n'était qu'un premier échange. Elle m'a expliqué que, si je décide réellement de déménager, je devrais présenter une demande officielle au tribunal. Je devrais expliquer pourquoi ce déménagement est nécessaire. Et comment il bénéficierait directement à Léla. Je devrais aussi proposer un plan pour que les visites avec Adam puissent continuer. Sans interruption majeure, malgré la distance. J'ai également discuté avec quelques amis passés par des situations similaires. Certaines m'ont averti. Les procédures de garde peuvent devenir chaotiques lorsqu'un parent déménage. Même quand les raisons sont valables. D'autres m'ont dit. Le plus important est de montrer que le déménagement vise à améliorer la vie de l'enfant. Pas à punir ou à éloigner l'autre parent. Et cela a du sens. J'essaie de m'accrocher à cette idée. Pour l'instant, j'en suis encore à la phase de planification. Je fais des listes d'avantages et d'inconvénients. Je regarde des appartements en ligne. J'évalue la meilleure période pour déménager, si je décide d'aller de l'avant. Je n'ai encore rien dit à Adam. Je ne sais ni comment ni quand je le ferai. Vu la façon dont il a réagi à tout jusqu'à présent, ce ne sera pas une conversation facile. C'est pourquoi j'essaie de me préparer avec toutes les informations juridiques possibles. D'avoir un plan structuré. Et de ne rien laisser au hasard. Mais il y a quelque chose de positif dans cette idée. Pour la première fois depuis longtemps, je ressens de l'espoir. La simple possibilité d'être proche de ma famille. D'avoir plus de mains pour m'aider, un soutien émotionnel, des bras rassurants. Me réchauffe le cœur. Imaginez Léla grandir entourée de personnes qu'il aime. Qui la verront faire ses premiers pas. Prononcer ses premiers mots. Cela me donne des forces. La vie est encore instable. Mais maintenant, au moins, j'ai un horizon. Et je crois que ce serait quelque chose de bon pour elle. Je sais qu'il n'existe pas de solution parfaite. Les accords de garde ne sont jamais simples. Encore moins quand il y a un passé aussi compliqué. Mais ce déménagement me semble être une étape concrète pour améliorer notre quotidien. Même s'il apporte des défis. Il pourrait être le début d'une vie plus équilibrée. Alors, pour l'instant, je continue à me renseigner sur ce projet. À discuter avec mon avocate. À réfléchir toujours à ce qui est le mieux pour moi et pour Léla. Je veux prendre la bonne décision, et non une décision précipitée. Mise à jour 4. J'ai décidé de repousser le déménagement pendant un temps. La partie légale devenait un cauchemar. Et je savais que le moindre faux pas pouvait me nuire. Mais cela, c'était avant que les choses ne changent. Ces derniers mois, Adam a commencé à manquer les visites surveillées. Il avait toujours une excuse. Qu'il était enrhumé et ne voulait pas transmettre de virus à Léla. Ou qu'un travail de dernière minute venait de tomber. Le problème, c'est que les excuses ont commencé à se répéter. Et puis, 2 mois entiers se sont écoulés sans une seule visite. Mon avocate a utilisé cela dans notre stratégie. Après tout, il ne montrait clairement aucun intérêt réel. Et ainsi, nous avons obtenu l'autorisation officielle pour le déménagement. Aujourd'hui, je vis près de ma famille. Et, au moins au quotidien, les choses sont devenues plus légères. J'ai des personnes qui m'aident. J'ai un réseau de soutien. Et ça,
Après tout ce que nous avons traversé, c'est un soulagement immense. Mais bien sûr. Lorsqu'il a appris que le déménagement avait été accordé, il est reparti à l'attaque. Sauf qu'à ce stade, je ne crois pas que ce soit par véritable souci pour sa fille. C'est du contrôle. De l'ego. Juste une nouvelle tentative de me nuire. Mais il est déjà trop tard. S'il avait vraiment voulu faire partie de la vie de sa fille, il n'aurait pas complètement interrompu les visites. Lors de la plus longue absence, il n'a même pas pris la peine d'inventer une excuse. Il est simplement parti pêcher avec des amis ou a dit qu'il avait des choses plus importantes à faire. Et c'est là que j'ai compris. Il n'a jamais vu sa fille comme une priorité. Seulement comme une possession. Alors, voilà. C'est la fin de mon histoire. Je ne suis pas naïve. Je sais que, dans quelques mois ou quelques années, il pourrait retrouver sa vocation de père. Revenir comme si de rien n'était. Essayer de manipuler encore une fois. Mais cette fois, je suis prête. Ou peut-être que nous n'entendrons plus jamais parler de lui. Et ce serait très bien aussi. Pour l'instant, Léla et moi avons une maison tranquille. Une routine qui fonctionne. Des proches qui nous aiment. Et même après tout ce que nous avons traversé, j'ai le sentiment que, enfin, nous commençons à vivre. Commentaire Madame Reddit. Au final, cette histoire montre que la force ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever même quand tout semble perdu. La protagoniste a été humiliée au moment le plus vulnérable de sa vie, mais elle a trouvé le moyen de transformer la douleur en protection pour sa fille. Et, plus que tout, elle nous rappelle une vérité essentielle. La véritable famille n'est pas faite seulement de liens de sang, mais de ceux qui choisissent de rester à nos côtés dans les moments les plus difficiles.